Dans une petite ville paisible du Nebraska, où les portes restaient rarement verrouillées et où les enfants distribuaient tranquillement les journaux avant l'aube, une série de meurtres brutaux a bouleversé la quiétude apparente qui régnait dans le cœur de l'Amérique des années 1980. Entre septembre et décembre 1983, 2 jeunes garçons ont mystérieusement disparu à Bellevue, Nebraska, une bourgade tranquille de 30 000 habitants vivant à l'ombre de la base aérienne d'Offutt. Ces crimes, qui deviendraient tristement célèbres sous le nom des meurtres des petits porteurs de journaux, n'ont pas seulement dévasté la communauté locale, mais ont également révolutionné les méthodes d'investigation criminelle dans le Midwest américain. La première disparition s'est produite le 18 septembre 1983. Danny Joe Eberle, 13 ans, fils d'un militaire de l'armée de l'air, est parti de chez lui à 6 heures du matin pour effectuer sa tournée habituelle de distribution de l'Omaha World Herald. Sa bicyclette a été retrouvée abandonnée après seulement 4 arrêts, les journaux encore pliés dans son sac. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes criminelles passionnantes et activer la cloche pour être notifié de nos prochaines publications. L'enquête initiale a révélé un schéma troublant de violence calculée. Le jeune garçon avait été ligoté avec une corde militaire peu commune, torturé, et poignardé 9 fois. La précision du crime et l'absence de preuves immédiates suggéraient que le meurtrier n'était pas un criminel ordinaire. Avant que la communauté ne puisse se remettre du premier meurtre, le 2 décembre, Christopher Walden, 12 ans, a également disparu. Son corps a été découvert 2 jours plus tard dans une zone boisée, présentant des blessures encore plus brutales que celles infligées à Eberle. L'escalade de la violence indiquait une évolution inquiétante dans le comportement du tueur. L'évolution de John Joubert en l'un des tueurs en série les plus notoires du Nebraska trouve ses racines dans une enfance marquée par une instabilité émotionnelle profonde et un environnement familial dysfonctionnel. Suite à un divorce particulièrement tumultueux alors qu'il n'avait que 6 ans, Joubert fut séparé de son père et déménagea avec sa mère et sa sœur dans un petit appartement à Lawrence, Massachusetts, un changement qui marquerait le début d'une série d'événements traumatiques façonnant sa personnalité violente. Dans l'atmosphère claustrophobe de l'appartement, Joubert passa de longues périodes sous la surveillance d'une babysitter pendant que sa mère travaillait. C'est durant cette période qu'il commença à développer ses premières fantaisies violentes. Les documents de l'enquête révèlent qu'il imaginait fréquemment des scénarios élaborés où il assassinait et cannibalisait sa gardienne, un présage inquiétant de ses crimes futurs. Le contrôle excessif exercé par sa mère se manifestait par un ensemble complexe de règles rigides qui régissaient tous les aspects de sa vie quotidienne. Particulièrement douloureuse était l'interdiction stricte de rendre visite à son père, malgré sa proximité géographique lors de ses séjours avec la babysitter. Cette frustration constante, documentée dans des évaluations psychologiques ultérieures, alimenta un sentiment croissant d'amertume et de colère chez le jeune Joubert. L'isolement social devint une caractéristique dominante de sa jeunesse. Incapable de créer des liens avec ses pairs, Joubert se réfugia de plus en plus dans un monde intérieur peuplé de pensées violentes et de fantaisies troublantes. Les registres scolaires de l'époque indiquent qu'il participait rarement aux activités de groupe et était souvent aperçu seul pendant les récréations. Les évaluations psychologiques réalisées après sa capture ont révélé que Joubert avait développé des mécanismes de défense complexes pendant cette période, incluant une capacité inquiétante à compartimenter ses émotions et ses actions. Cette aptitude à maintenir une apparence externe de normalité tout en nourrissant des fantaisies violentes serait cruciale dans ses années ultérieures, lui permettant d'opérer sans éveiller les soupçons dans sa communauté. En 1974, la famille déménagea à Portland, Maine, une transition qui ne fit qu'exacerber ses problèmes existants. Durant cette période, Joubert fit une tentative désespérée pour vivre avec son père, mais sa mère s'y opposa catégoriquement, renforçant son sentiment d'impuissance et d'isolement. Dans son nouvel environnement scolaire à Portland, son mal-être et son isolement social ne firent que s'intensifier. La combinaison de ces facteurs, le divorce traumatique, le contrôle maternel étouffant, l'isolement social et la séparation forcée du père, créa un terreau fertile pour le développement de comportements déviants. Joubert commença à canaliser sa frustration et sa colère à travers des fantaisies de plus en plus violentes, qui évolueraient éventuellement de la simple imagination vers des actions concrètes. La trajectoire violente de John Joubert débuta bien avant les meurtres qui le rendraient tristement célèbre au Nebraska. À l'âge de 13 ans, il commit sa première agression documentée, un incident qui ne serait que le début d'une escalade inquiétante de violence qui perdurerait pendant des années avant son arrestation finale. Lors de sa première agression enregistrée, Joubert attaqua une jeune fille avec un crayon alors qu'il circulait à vélo. Ce n'était pas un acte impulsif ou aléatoire, mais plutôt soigneusement planifié, comme il le révélerait des années plus tard dans ses confessions.
L'aspect le plus troublant de cette première attaque fut sa réaction. Joubert avoua avoir ressenti une intense excitation et un puissant sentiment de contrôle en entendant les cris de douleur de sa victime. Après avoir réussi à éviter d'être capturé lors de ce premier incident, Joubert commença à perfectionner ses techniques d'attaque. Il passa à l'utilisation de lames de rasoir, effectuant des attaques rapides contre des femmes qui passaient. Sa méthode était calculée, il pédalait rapidement près des victimes, les coupant avec la lame au passage. La nature de ces attaques, rapides, imprévisibles et en mouvement, rendait son identification ou sa capture pratiquement impossible. Un moment crucial dans son escalade de violence survint lorsqu'il tenta d'étrangler un garçon de 8 ans. Cette attaque marqua un changement significatif dans son mode opératoire. Pour la première fois, il choisit une jeune victime masculine et opta pour l'étranglement plutôt que les coupures habituelles. Bien que le garçon ait réussi à s'échapper après une lutte physique, l'expérience eut un impact profond sur Joubert. Dans des témoignages ultérieurs, il avoua que cet incident lui avait montré le pouvoir qu'il pouvait exercer sur des victimes plus jeunes et physiquement plus vulnérables. Le 22 août 1982, la paisible ville de Portland, Maine, fut témoin d'un crime qui resterait non résolu pendant des années. Ricky Stetson, un garçon de 11 ans aux cheveux roux, partit courir près de chez lui à Back Cove en début de soirée. C'était un rituel habituel pour le jeune athlète, et ses parents n'avaient aucune raison de s'inquiéter, jusqu'à ce jour fatidique. Le dernier contact avec Ricky eut lieu au crépuscule, lorsque ses parents passèrent en voiture et le virent courir, vêtu de son sweatshirt gris caractéristique. Quand la nuit tomba et que le garçon ne revint pas, la famille entama une recherche désespérée dans la région, finissant par alerter la police en réalisant que quelque chose de terrible s'était produit. Plusieurs témoins présents dans la zone de Back Cove ce soir-là rapportèrent avoir vu le garçon roux courir, mais un détail troublant émergea des témoignages, beaucoup observèrent un jeune homme aux cheveux noirs suivant Ricky à vélo. Un témoin nota spécifiquement que vers 21h, le cycliste fut vu pédalant seul dans la direction opposée. Le lendemain matin, la tragédie se révéla dans toute son ampleur. Un automobiliste circulant sur l'autoroute 295 aperçut un corps au bord de la route, près d'un pont. Initialement, on pensa qu'il s'agissait d'une victime d'accident de la route, mais la réalité était bien plus sinistre. Le corps de Ricky Stetson présentait les signes d'une mort violente et préméditée. L'autopsie révéla des détails horrifiants du crime. La cause officielle du décès était l'asphyxie par strangulation, mais le corps présentait de multiples coups de couteau à la poitrine. Plus troublant encore étaient les marques de morsures humaines trouvées sur le corps, que l'assassin avait tenté de dissimuler en infligeant des coups de couteau par-dessus. Le sweatshirt du garçon avait été partiellement retiré puis remis, et son pantalon de course était remonté sur ses hanches, suggérant une possible motivation sexuelle. Un élément crucial de l'affaire fut les marques de morsure. Les experts médico-légaux notèrent que l'agresseur possédait une dentition distinctive, ce qui pourrait être fondamental pour l'identifier si un suspect était trouvé. Cette preuve conduirait à un développement significatif dans l'affaire. En 1984, un suspect fut détenu pendant 1 an et demi, mais fut finalement libéré lorsqu'il fut prouvé que ses empreintes dentaires ne correspondaient pas à celles trouvées sur le corps. L'automne 1983 transforma à jamais la paisible ville de Bellevue, Nebraska. Le 18 septembre, un dimanche apparemment ordinaire, la communauté de 30 000 habitants allait faire face au début d'un cauchemar qui durerait plusieurs mois. Danny Joe Eberle, un jeune garçon de 13 ans, commença sa tournée de distribution de l'Omaha World Herald vers 6 heures du matin, comme il le faisait régulièrement. La routine méticuleuse de Danny débutait dans une épicerie, où il organisait soigneusement les 70 journaux dans son sac de livraison. Sa bicyclette, son moyen de transport préféré, l'attendait pour une nouvelle journée de travail. Dans une décision apparemment insignifiante, mais qui deviendrait plus tard pertinente pour les enquêteurs, Danny partit sans ses chaussures ce matin-là. Le premier signe que quelque chose n'allait pas survint lorsque Danny ne revint pas après avoir effectué seulement 3 livraisons. Le superviseur de la tournée, inquiet de cette interruption inhabituelle du service, prit l'initiative de réveiller le père du garçon. La famille Eberle, connaissant la responsabilité de leur fils, comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. La bicyclette de Danny fut retrouvée à son 4e arrêt, à l'intérieur du portail d'une résidence, avec les journaux encore pliés dans son sac, une scène qui suggérait une interruption brutale et forcée de sa routine. Le plus troublant était l'absence de signes de lutte, indiquant que l'enlèvement avait été rapide et efficace. La réponse de la communauté fut immédiate et massive. Une force d'intervention de 130 agents initia une recherche méthodique, visitant chaque résidence sur le trajet de Danny et élargissant progressivement le périmètre d'investigation. Pendant 4 jours,
des équipes fouillèrent la zone urbaine et s'étendirent aux régions rurales voisines, tandis que la communauté attendait anxieusement des nouvelles. Le mercredi, la découverte tragique, le corps de Danny fut retrouvé sur un chemin de gravier, à 6 km de sa bicyclette. Les détails de la scène de crime étaient perturbants, le garçon n'était vêtu que de sous-vêtements, ses chevilles ligotées avec une corde militaire inhabituelle, et son corps présentait 9 blessures précises au couteau, réparties entre l'avant et l'arrière. L'analyse médico-légale révéla que Danny avait été maintenu en vie pendant un certain temps avant sa mort, augmentant l'horreur du crime. Avant que la communauté ne puisse assimiler cette tragédie, une seconde disparition ébranla la région. Le 2 décembre, Christopher Walden, 12 ans, disparu à Papillon, à seulement 5 km de l'endroit où Danny avait été retrouvé. Christopher, fils d'un officier militaire de la base aérienne d'Offutt, fut aperçu pour la dernière fois montant dans une voiture beige. 2 témoins fournirent des descriptions similaires du conducteur, un homme blanc, jeune et mince, portant un bonnet de laine tiré sur le front. 2 jours de recherche intense se terminèrent lorsque des chasseurs de faisans découvrirent le corps de Christopher dans une zone densément boisée. Le niveau de violence avait dramatiquement augmenté, en plus des multiples coups de couteau fatal, la gorge du garçon avait été brutalement tranchée après la mort, presque jusqu'à la décapitation. Son torse présentait une marque distinctive, un motif de coupure que certains décrivirent comme une étoile, d'autres comme une plante. L'analyse de la scène de crime révéla des détails cruciaux. Christopher avait été tué sur place, contrairement à Danny qui avait été déplacé. Ses vêtements furent retrouvés empilés soigneusement près du corps, un détail suggérant un comportement rituel de l'assassin. Les enquêteurs identifièrent 2 séries d'empreintes de pas entrant dans la zone, mais une seule en sortant. La région entra en état d'alerte totale. La base aérienne d'Offutt, centrale pour la communauté, intensifia ses mesures de sécurité. Les écoles mirent en place de nouveaux protocoles de protection, et les parents commencèrent à accompagner leurs enfants dans des activités auparavant considérées comme sûres. La police établit une surveillance dans des points stratégiques, incluant les écoles, les églises et les lieux des crimes précédents. Un élément crucial émergea de l'analyse médico-légale, la corde utilisée dans l'assassinat de Danny était extrêmement inhabituelle. Fabriquée avec une combinaison spécifique de couleurs et de motifs de tressage, cette corde deviendrait une pièce fondamentale de l'enquête. Le FBI initia une recherche nationale et internationale pour identifier son origine, consultant des fabricants aux États-Unis et à l'étranger. Les similitudes entre les cas étaient impossibles à ignorer, les 2 victimes étaient de jeunes garçons de constitution physique similaire, les crimes s'étaient produits en plein jour dans des zones relativement fréquentées, et l'assassin démontrait une connaissance détaillée de la région. L'escalade de la violence entre les 2 meurtres suggérait que le criminel devenait plus audacieux et plus brutal. Le tournant tant attendu par la police survint finalement le 11 janvier 1984. Par un matin apparemment ordinaire, une employée d'école maternelle observa un comportement suspect qui allait changer le cours de l'enquête. Un jeune homme conduisait lentement près de l'école, observant manifestement la zone. Des années de tension et de peur avaient rendu la communauté hypervigilante, et ce comportement déclencha immédiatement des alertes. L'employé, faisant preuve d'une remarquable présence d'esprit, mémorisa la plaque d'immatriculation du véhicule lorsque le conducteur commença à agir de manière encore plus suspecte. L'homme, réalisant qu'il était observé, abandonna sa posture d'observateur pour passer à l'intimidation directe. Dans un moment de tension extrême, il s'approcha de l'employé et alla jusqu'à menacer sa vie avant de fuir précipitamment les lieux. Elle contacta immédiatement les autorités. Bien que le véhicule observé ne fût pas la voiture beige décrite par les témoins précédents, c'était en fait une citation, les enquêteurs ne négligèrent aucun détail. La plaque conduisit la police à une société de location de voitures, qui avait loué le véhicule à John Joubert, un militaire de 20 ans de la base aérienne d'Offutt. Un détail crucial émergea, Joubert possédait une berline Nova couleur cannelle, correspondant partiellement aux descriptions antérieures du véhicule suspect. La perquisition au domicile de Joubert produisit des preuves impressionnantes. Les enquêteurs trouvèrent une corde qui semblait identique à celle utilisée dans le meurtre de Danny Joe Eberl. Dans sa voiture, ils découvrirent d'autres cordes et un important couteau de chasse. Plus troublant encore fut la découverte d'une collection de magazines policiers, dont un qui contenait un reportage sur le meurtre d'un petit porteur de journaux. La corde découverte devint une preuve cruciale. Sa composition unique, avec de multiples fils colorés dans un motif spécifique, était pratiquement identique à celle utilisée dans le crime. Le FBI, qui avait recherché extensivement l'origine de cette corde, confirma qu'il s'agissait d'un type spécifique de corde militaire produite en Extrême-Orient. Cette confirmation arriva le jour même de l'arrestation de Joubert,
renforçant significativement l'affaire contre lui. L'arrestation fut exécutée avec une précision méticuleuse. Les autorités, conscientes de la gravité des crimes et du potentiel de violence du suspect, ne voulaient prendre aucun risque. Le moment décisif de l'interrogatoire survint lorsque le détective montra à Joubert la corde trouvée dans sa chambre et sa voiture, soulignant sa nature unique. Initialement, il tenta de maintenir son sang-froid, mais sa façade commença à s'effriter lorsqu'il fut confronté aux preuves physiques. Durant l'interrogatoire initial, Joubert manifesta une froideur déconcertante en discutant des détails des crimes, alternant entre des moments de clarté clinique dans la description de ses actions et des périodes de déconnexion émotionnelle apparente. Cette dualité dans son comportement, la capacité à paraître simultanément repentant et détaché, laissa les enquêteurs particulièrement troublés. Les analyses en laboratoire renforcèrent encore davantage l'affaire. Des échantillons de cheveux trouvés dans la voiture de Joubert furent comparés à ceux des victimes, établissant des liens solides avec l'affaire. Le profil du suspect, développé précédemment par le FBI, correspondait de manière impressionnante, un homme jeune, de petite constitution physique, militaire, ayant accès aux enfants grâce à sa position d'assistant chef scout. Les évaluations psychiatriques révélèrent de multiples facettes de sa personnalité perturbée. Les experts diagnostiquèrent un ensemble complexe de conditions, troubles de la personnalité schizoïde, tendances sadiques et très obsessionnels compulsifs. Malgré ces diagnostics, tous les professionnels arrivèrent à la même conclusion cruciale: Joubert était pleinement conscient de la nature répréhensible de ses actes et maintenait le contrôle sur son comportement. Pendant la période d'évaluation, une découverte troublante émergea. L'équipe de la prison découvrit que Joubert passait son temps à dessiner sur du papier de soie, créant des images grotesques qui illustraient ses fantasmes violents impliquant des jeunes. Un dessin montrait un garçon attaché à un arbre au bord d'une route, tandis qu'un autre représentait un enfant à genoux pendant qu'un homme le poignardait. Ces images offraient un aperçu terrifiant du monde intérieur de Joubert. 3 juges furent désignés pour décider de la sentence de Joubert. La brutalité des crimes, la planification impliquée, et la nature préméditée des meurtres furent considérées comme des circonstances aggravantes critiques. Particulièrement impactante fut la preuve qu'il avait torturé ses victimes avant de les tuer, démontrant un niveau de cruauté que les juges considérèrent comme exceptionnel. Le 17 juillet 1996, après des années de recours juridiques, John Joubert fit face à sa sentence finale. L'affaire reste l'une des plus notoires dans l'histoire criminelle du Nebraska, servant de rappel sombre de la façon dont la violence peut se dissimuler dans les endroits les plus improbables. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos récits criminels qui ont marqué l'histoire. Laissez vos commentaires pour partager ce que vous avez pensé de cette histoire impressionnante et quel aspect vous a le plus marqué. Vos opinions et réflexions sont très importantes pour nous. Activez la cloche pour être notifié de nos prochaines publications et partagez avec vos amis qui s'intéressent aussi aux crimes réels. À la prochaine affaire.